Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle émission et j'espère que vous allez bien. Et après les fameux coffee shop tours que je vous ai déjà fait maintes fois, on va se faire un Koen tour. Koen en japonais ça veut dire parc, donc on va faire un tour des parcs. On sait jamais, hein, votre café vous l'avez peut-être pris en takeaway et vous allez avoir envie de vous poser dans un parc tranquille pour le savourer. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous parler en vrac de bière à Kyoto, d'un compte immobilier et d'une série totalement loufoque. Mais commençons par le focus du jour, les parcs à Tokyo. Déjà, ils sont nombreux, hein, et contrairement à Paris, la ville que je connais le mieux, vu que j'ai habité 20 ans ici environ, je trouve qu'ils sont mieux positionnés. À Paris, vous avez 2 gros poumons verts de chaque côté de la ville et quelques jolis parcs où parfois on peut même pas s'asseoir sur la pelouse dans le centre. Mais je trouve que les parcs de Paris ne sont pas très faciles d'accès au final. Au Japon, il y a vraiment des gros parcs un peu partout. Et surtout, il y a plein de petits squares pour se poser. Parfois, c'est vraiment pas grand, hein, avec quelques jeux pour enfants, mais ça donne beaucoup de petits coins agréables où flâner, je trouve. Vous avez tous en tête sûrement les images d'un animé, d'un manga, d'un livre ou d'un film, où on va voir un ou des Japonais traîner dans un tout petit parc, assis sur une balançoire, en train de réfléchir à sa vie ou de refaire le monde, draguer une fille ou je sais pas quoi. Ces petits parcs, on les voit vraiment un peu partout. Chaque quartier, chaque rue a son petit espace plus ou moins sympathique où il fait bon glander ou se poser quelques secondes pour une pause. Mais je vais surtout vous parler des grands parcs de la ville aujourd'hui. Et on va commencer par peut-être le plus connu, quoique j'ai un doute, mais en tout cas c'est un gros classique. C'est le fameux Yoyogi Koen, que j'apprécie particulièrement pour 2 raisons. Déjà, sa position géographique, car il est à 5 minutes à pied de mon café préféré au monde. Bah oui, au monde. Du coup, c'est une balade rapide pour moi, et je traîne souvent là-bas, forcément. Le Yoyogi Koen, on peut le voir en 2 parties. La partie grand parc ouvert, qui est assez chouette, avec un côté boisé, un côté plus pelouse où on peut se poser et jouer. Et il y a même un parc à chiens. Si vous êtes gaga des chiens, vous pouvez vous poser sur un banc autour et regarder les chiens s'amuser entre eux. Oui, chacun ses plaisirs. Moi, ça en fait partie. J'ai pas de chien depuis très longtemps, mais j'adore les chiens. Donc du coup, j'avoue, quand je vais au Yoyogi Koen, ça m'arrive d'être un peu le pervers des chiens, le mec qui traîne à côté du parc et qui va un peu zioter en disant « Ouh, il est mignon celui-là, hein, le petit Shiba Inu. » Ouais, c'est moche, je sais, on en est là. L'autre partie du parc, c'est son grand temple côté Harajuku, une des attractions de la ville que je dois avouer, j'ai visité qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. L'autre gros parc, donc le Yoyogi Koen, c'est un parc qui est vraiment très chouette. En plus, il est très très bien placé. C'est pas le plus joli, mais ça permet de faire une petite pause bucolique. Moi, je suis déjà allé là-bas, par exemple, après un café, j'avais pris ma Switch, me suis posé dans le parc, j'ai joué avec ma Switch, avec les petits rayons de soleil, les enfants qui crient, qui s'amusent, les Japonais qui sont contents. C'est franchement un endroit très très chouette. L'autre gros parc qui est très très connu de Tokyo, et peut-être sûrement plus, c'est le parc de Ueno, enfin pour les touristes j'entends. Bon, c'est pas mon parc numéro 1 préféré. Mais je dois avouer que si vous débarquez au Japon, surtout pendant la période des cerisiers en fleurs, il a un certain charme. Dans ce parc, vous trouverez le zoo de Tokyo, ainsi qu'un musée avec une statue de baleine géante. C'est devant l'entrée, c'est assez impressionnant. Alors, j'ai jamais visité les musées qui sont là-bas, ni le zoo, donc je pourrais pas vous en parler. Par contre, c'est un parc assez agréable pour une petite pause bento ou une balade, tout simplement. Voilà. Il y a de très beaux cerisiers en fleurs. Il y a un petit lac qui est pas si petit que ça d'ailleurs, qui ravira les passionnés comme moi de pédalo cygne. Je dois pas être le seul sur le délire, hein, forcément. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens un petit peu bizarres comme moi qui sont gaga des chiens et qui aiment les pédalos cygnes. Oui, j'ai des passions pour chaque parc, hein, voilà, c'est comme ça. Donc c'est un parc qui est plutôt agréable et surtout pendant les sakura, souvent vous allez avoir les reportages télé parce que il y a un hanami géant, bon pas cette année forcément, mais voilà, vous allez voir des bâches de partout avec le stagiaire qui est là 24 heures à l'avance, voire 48 heures à l'avance pour réserver pour ses collègues. Oui, c'est aussi ça le Japon, c'est un peu chelou. Un des plus beaux parcs pour moi, surtout en termes de visite, on va dire, c'est le Shinjuku Gyoen, qui comme son nom l'indique, il est proche de Shinjuku, voilà. Alors ici, attention, c'est payant, contrairement aux 2 précédents. Mais ça vaut le coup d'œil, c'est un très grand parc, il est vraiment grand, qui mélange jardin japonais et jardin européen. On a de superbes vues sur les tours de Shinjuku. On va avoir des jolis tableaux avec les arbres qui entourent un peu les... Enfin, pas totalement entourent, parce que c'est vrai que les arbres seraient plus grands que les tours, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, qui vont donner vie en fait avec les tours en arrière-plan. C'est vraiment, mais alors vraiment splendide.
On peut y passer une bonne après-midi sans problème si on aime prendre son temps. Pour vous dire, moi j'ai mis beaucoup de temps pour le visiter. Vu que c'était payant, la première fois où j'étais allé, j'avais fait l'impasse, mon premier voyage. Je ne l'avais jamais vraiment mis dans ma to-do list. Lors de mon deuxième voyage, j'avais aussi fait l'impasse, il me semble. Et j'y suis allé finalement quand j'habitais à Kyoto et que j'avais un petit peu plus de temps. Et honnêtement, quand j'ai visité ce parc, je me suis dit que j'avais été vraiment bien bête de ne pas l'avoir fait avant. Surtout que j'ai failli abandonner à la dernière minute. Et non, je vous le conseille parce que si vous êtes là en touriste et que vous voulez visiter un vrai parc chouette, pour moi, c'est le plus beau parc dans l'ensemble parce qu'il est grand, qu'il est joli, qu'il y a des ambiances différentes, que les vues sont chouettes. C'est mon parc préféré de visite. J'entends pas en tant que balade, balade du dimanche, mais en tant que visite, c'est mon parc préféré, je trouve, dans le centre de Tokyo. Pourtant, des parcs payants, j'en ai fait d'autres. Il y avait aussi, j'avais fait avant, donc pour mon premier voyage, le Hama-Rikyu. C'est un des premiers parcs que j'ai visité. Et j'avais adoré. Alors un peu, en même temps, j'étais un peu newbie du Japon, c'était mon premier voyage. Donc forcément, on est dans un parc bien japonais. C'est aussi entouré de buildings avec un petit pont en bois typique, un petit lac, parce que il y a toujours des petits lacs. Une vue sur la baie de Tokyo. J'avais pas prévu à la base de passer beaucoup de temps sur place. Et finalement, je me suis pris au jeu, j'ai beaucoup flâné sur place, j'aime faire de la photo, donc aussi, du coup, j'ai apprécié de faire des photos là-bas. Intrinsèquement, c'est pas le plus beau parc de Tokyo, mais vu que je découvrais Tokyo et le Japon, j'avoue, j'ai vraiment kiffé ce moment, j'ai vraiment kiffé ce parc, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient, plein de choses à photographier, et du coup, j'en garde un très très bon souvenir. Toujours dans le payant, il y avait le parc national pour l'étude de la nature. Bon là, c'est totalement différent. On n'est pas dans le joli parc bien taillé, bien aménagé, avec le parterre de fleurs, la jolie maison à la japonaise, le cadre de photos idyllique. Non, c'est plus une genre de forêt vierge en plein Tokyo, vraiment au centre-ville, parce que c'est vers Ibisu et Meguro. Joché a compté en fait d'un musée, et c'est une mini-forêt qu'on va traverser, et ils ont laissé en gros la nature se gérer d'elle-même, donc il n'y a pas de mise en scène spectaculaire, c'est pas taillé dans tous les sens pour que ça soit joli. C'est un endroit juste pour observer la nature en plein centre-ville. C'est plutôt sympathique comme concept. Bon, j'avoue, moi, c'est pas ma passion. Je conseillerais pas forcément pour une visite du Japon, par exemple, d'aller dans ce parc. Mais j'avais été assez impressionné de se dire qu'on était dans une mini-forêt en plein centre de Tokyo. Au bout, par exemple, il y avait des grosses 2x2 voies qui étaient juste à la fin de ce parc, quoi. Mais on entendait à peine les voitures. Quand on était dedans, on était un peu coupé de la vie citadine. C'était assez impressionnant. Donc j'avais bien aimé cette petite balade. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je conseille pour un premier voyage. Mais retournons dans le plus touristiquement correct, on va dire. Avec le jardin du Palais Impérial. Bon, pour le trouver, c'est pas hyper compliqué, il suffit de chercher le Palais Impérial, qui est à côté de la gare de Tokyo, donc très central. Et au fait, pour tous les autres parcs dont je vous ai parlé, vous avez l'habitude, vous savez, vous connaissez le truc, ça sera sur le site explorejapon.com pour avoir les liens et situer, parce que forcément, ça parle pas à tout le monde, mais on va pas faire du Google Maps en podcast, sinon ça va être un petit peu chiant, je pense. Donc voilà. Ce fameux parc, avec ma mémoire de poisson rouge, me jouant les tours, j'ai pas un souvenir de savoir si c'était vraiment payant ou gratuit. Il me semble que c'était payant, mais j'ai un petit doute. Mais de mémoire, par contre, c'était pas gigantesque, ça c'est sûr. C'était un jardin bien travaillé, on va dire, plus pour les gens qui aiment les fleurs, justement, que pour le promeneur du dimanche. J'avais par exemple pris plus de plaisir, dans l'autre que je vous ai parlé tout à l'heure, au Hama-Rikyu, que j'avais visité un jour avant. Mais encore une fois, ce genre de parc a le grand avantage d'offrir un poumon vert dans la ville, et il y en a beaucoup. Du coup, c'est toujours appréciable de pouvoir quitter les buildings pour trouver ce genre d'endroit. Et en tant que touriste, ça reste quand même chouette à visiter, je pense, parce qu'il y a quand même les remparts du palais, et puis il y a les buildings de l'autre côté. C'est quand même un espace qui est quand même assez vierge. Il y a des grands espaces très vierges entre la partie building et la partie palais impérial, et donc le jardin. Donc ça reste quand même un truc à voir quand on va à Tokyo, forcément, d'aller au Palais Impérial et de se faire ce petit parc. Il y a aussi les douves, et il y a aussi les douves avec des sakuras au printemps, les remparts. Ça reste quand même chouette. Mais ça n'a pas été mon truc préféré, mais c'était quand même chouette. Et pour finir avec les parcs qu'on coche dans le planning de voyage, on va parler du Inokashira, je crois que c'est Inokashira Koen. Alors le nom va peut-être rien vous dire parce que je pense qu'en termes de nom c'est pas le plus connu et qu'on le connaît surtout et qu'on parle de lui parce qu'il se trouve à l'intérieur le musée Ghibli. Donc le musée Ghibli est là-bas et ça reste une attraction phare d'un voyage au Japon. Bon déjà aller au musée Ghibli c'est chouette, mais le parc franchement il est cool pour une balade.
On est plus donc dans le petit parc champêtre que dans le parc avec des jolies fleurs, etc. Là, vous l'avez compris, on va pas être dans la carte postale japonaise, quoique il y a des jolies photos à faire. Mais c'est le genre de parc plus où on y va pour une petite balade avec sa copine ou avec ses enfants, etc. le dimanche. On y trouve un café, il y a un temple qui est quand même dans son centre, un petit temple. Il y a un petit lac, bah oui, parce qu'un parc sans petit lac, c'est plus vraiment un parc, vous l'avez compris. Et surtout, le quartier de Kishijoji est juste à côté. C'est un de mes quartiers préférés sur Tokyo pour se balader ou faire du shopping. Et du coup, j'ai dû me balader dans ce parc au moins 3 ou 4 fois. C'est toujours un plaisir pour moi. Après, on y va plus encore une fois pour ce qu'il y a autour que pour le parc en lui-même, soyons honnêtes. En voyage, j'entends, si vous êtes là plus pour explorer, oui, vous pouvez y aller facilement. Si c'est votre premier voyage, forcément, c'est pas le point d'attraction qui va vous faire le plus rêver pendant tout votre voyage. Mais le musée Ghibli, forcément, vous plaira. Enfin, forcément non, parce que c'est vrai que j'ai entendu musée Ghibli, il faudra peut-être que j'en parle un jour dans un podcast, parce que j'ai entendu les deux sons de cloche, des gens qui ont vraiment pas aimé, et d'autres qui ont aimé. Quand j'ai préparé, moi, mon premier voyage, j'avais l'impression que c'était du 50-50. Moi, à mon avis, pour résumer, j'ai kiffé à mort, mais je comprends que tout le monde ne puisse pas aimer le musée Ghibli ou soit un petit peu déçu, s'attendait peut-être à autre chose. Mais bon, revenons au parc. On va quitter les parcs vraiment connus pour s'éloigner un peu avec le Komazawa Olympic Park. Bon, dans le nom, vous l'aurez compris, c'est un parc avec un stade olympique. Alors non, pas le stade olympique des prochains JO. Celui-ci est beaucoup plus vieux et on retrouve 2 gros stades de mémoire, ainsi que des terrains de tennis, etc. Tout ce qu'il faut pour faire du sport. Il y a même un parcours de course du genre piste d'athlétisme, mais qui fait tout le tour de ce grand parc. Là aussi, il y a plusieurs ambiances entre le côté stade et le côté parc traditionnel, où on va retrouver des petits terrains de foot, des jeux pour enfants. C'est dans un coin qui n'est pas très touristique de la ville, mais c'est un coin où j'ai bien aimé me balader. J'y suis allé 2-3 fois lors de mes explorations dans les quartiers qui étaient autour, et à chaque fois, je me disais, allez, on passe par là. Encore une fois, je ne conseillerais pas de le visiter pendant un voyage ou pendant un premier voyage, mais si vous explorez plus en profondeur Tokyo, que comme moi, vous aimez aller un peu dans les endroits un peu banlieues, etc., il y a des quartiers assez sympas à faire autour, et le parc, lui-même, encore une fois, ça vous fait une balade. Voilà, ça vous fait une petite balade, ça vous change. Et quand vous vivez sur place, je pense que c'est un endroit assez chouette à découvrir. Si vous habitez vers Setagaya, il y a le parc de Kinuta, que j'avais pas mal apprécié personnellement. Chose rigolote, je l'ai visité et découvert alors que les écoles étaient fermées au Japon pour cause de début de Covid. Alors les gens pouvaient encore sortir, de toute façon les gens n'ont pas été vraiment confinés, mais par contre les écoles ont été fermées très vite. Du coup on trouvait des groupes de femmes au foyer avec les enfants qui s'amusaient dans le parc. Ce qui me faisait poser des questions contre l'efficacité de fermer les écoles si c'est pour que tout le monde se côtoie dehors dans le parc, parce que c'était vraiment rempli de gamins. Voilà, c'était très très drôle, il y avait des tonnes, on appelle ça des choufous, donc la femme au foyer, il y avait des groupes de choufous qui étaient là genre à 15 choufous avec tous les gamins. Du coup, c'était gigantesque, c'était des pique-niques géants, mais ça donnait une bonne ambiance, du coup, c'était plutôt sympa. Mais voilà, on pouvait se poser la question de se dire, si les écoles sont fermées pour pas choper le Covid, à quoi ça sert que tout le monde soit dehors réuni ? Je n'ai pas la réponse, voilà, et ce n'est pas moi qui fais les lois de toute façon. Mais bref, le parc a vraiment de grands espaces où on peut pique-niquer, on peut se balader dans plusieurs petits sentiers, là aussi il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour faire un pique-nique, je pense que c'est un coin assez chouette, car c'est vraiment très spacieux. En gros, si vous voulez faire votre partie de badminton, de foot improvisé avec votre pull qui servira de cage, où vous aurez de la place, quoi. Il y aura vraiment de la place pour vous poser, vous ne serez pas les uns sur les autres. Bon, après, je l'ai visité en pleine semaine, donc peut-être que le week-end, finalement, il y a tout Tokyo qui vient dans ce parc. Je pense pas, je pense qu'il y a des gens du quartier principalement. Mais voilà, ça je ne pourrais pas vous dire parce que effectivement je l'ai visité pendant la semaine. Et pour finir, je vais vous faire visiter un jardin là 100% japonais. Peut-être le truc que beaucoup de touristes aiment bien aller voir. Moi, c'était pas forcément mon but principal. Quand je suis parti au Japon, je me suis pas dit je veux faire un jardin japonais à 100%. J'étais content d'en voir, mais voilà, quand je tombais dessus, en fait, un peu par hasard, mais c'était pas vraiment mon truc où j'avais ciblé. Mais celui-là est pas trop mal. Sûrement pas le plus beau, mais je suis pas le spécialiste des jardins 100% japonais. C'est le jardin de Kiyosumi. Là, on est dans le typique, donc comme je vous disais, la maison japonaise, vraiment la petite maison japonaise avec tout ce qui fait cliché. Le petit lac, les ponts de bois à la japonaise, les tortues, les poissons koi de toutes les couleurs, les petits arbustes et autres bonsaï. Donc là, on est vraiment dedans dans le cliché à 200%. Un cliché, c'est pas forcément un cliché parce que c'est leur life, mais bon, voilà, c'est comme si je vous amenais faire le tour d'une boulangerie habillée en béret et en marinière. Ça peut arriver, mais ça reste quand même cliché. Bon. C'est pas l'extase, comme je l'ai dit, c'est pas le parc, le jardin le plus joli. Mais si vous voulez du Japon 100%, vous serez servi. Alors attention, c'est payant, mais ça vaut quand même le coup d'œil, surtout si, comme moi, vous tombez sur des couples venus pour faire des photos de mariage. Vous pourrez voler de très très belles photos. Je vous ai posté des photos sur explorejapon.com sur la page de l'émission, avec bien sûr toutes les adresses, comme je vous disais, des parcs. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une petite impression et voir justement les photos que j'avais fait là-bas à ce moment-là.
Mais voilà, on a fait le tour. Enfin, pas vraiment, car des parcs, il y en a des centaines à Tokyo, et les tout petits parcs de quartier vraiment agréables pour se poser, comme je vous l'avais dit, sont légion. Mais je voulais vous parler de ceux que j'avais bien aimés parmi les gros parcs que j'ai visités. Il est temps maintenant de vous parler de mon coup de cœur Insta, un coup de cœur immobilier. Eh bien oui, c'est parti, Stéphane Plaza, c'est à toi. Vous avez beaucoup de chance parce que je ne regarde pas beaucoup la télé, donc je serais incapable d'imiter Stéphane Plaza. Je le connais comme ça un peu de loin, j'ai déjà vu, je vais pas non plus faire le mec qui a jamais vu Stéphane Plaza, mais je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste, donc je ne ferai pas une imitation. Vous avez échappé à ça. Car l'insta moment cette semaine, c'est un peu spécial, c'est un compte d'une agence immobilière. Bah oui, on en est là sur Explorer Japon, on en est à devoir chercher des comptes un peu loufoques pour remplir un petit peu le podcast. Bon non, pas du tout, c'est pas pour ça. Alors oui, ça va pas vous être utile, je pense, à la base, sur le principe. Même à moi d'ailleurs, car je pense qu'il faut un peu de pognon pour pouvoir espérer louer ces appartements. Mais bon, moi perso, j'aime bien ce compte car ça m'envoie du rêve. Bon alors, je vous arrête tout de suite, ne vous attendez pas de baver dans des appartements de luxe, des duplex de malades, etc. Des trucs, voilà, des maisons de ouf non plus. C'est de l'appartement assez basique, parfois il y en a des jolis, des plus... qui doivent coûter un peu plus cher, parfois c'est des petits studios. Mais voilà, je dois avouer que certains des appartements postés me font vraiment envie. Je me vois bien installer et aménager ma petite déco intérieure, voilà, et de me faire ma petite vie sur Tokyo, parce que les appartements sont majoritairement à Tokyo, ceux qui sont proposés, mais certains sont dans d'autres régions, j'en ai déjà vu sur Osaka ou Kyoto. Donc c'est les photos, et les photos des appartements, donc ils spamment pas, donc voilà, ça vous spamme pas non plus votre compte Insta. Et j'avoue, c'est un petit plaisir à la con, mais qui me plaît bien. Bref, si comme moi vous êtes un peu con et que vous aimez ce genre de truc, bah c'est vraiment un compte chouette. Moi avec une amie qui habite encore au Japon, on s'envoie de temps en temps leurs posts en message privé en disant putain celui-là, il est pour moi. Celui-là, allez, gagne à l'euro million, gagne au loto et je m'installe direct. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est pas des trucs qui sont hyper chers, mais voilà, faut quand même avoir un peu d'argent pour pouvoir louer. Alors je pense qu'à la location, je pense pas que c'est à l'achat, mais j'avoue, j'ai jamais trop cherché, c'est juste le plaisir de regarder, comme on dit, joie de recevoir. Et recevoir quoi ? Bah, le nom du compte qui s'appelle Goodroom en anglais, donc Goodroom_JP. Mais comme d'habitude, les photos, le lien, tout ça, tout ce qui va bien sur la page de l'émission, blablabla. Mes filles drivées devant les appartements, maintenant ça va être le moment de boire une petite bière ensemble dans la boutique, lieu de la semaine, cette fameuse rubrique qui n'a pas de nom malheureusement. Car oui, cette semaine on va boire de la bière et ça fait du bien. Je vous sens fébrile quand même, je vous sens fébrile, car je sais, à chaque fois que je parle de bouffe ou de trucs comme ça au Japon, c'est pour vous parler d'un truc qui n'est pas japonais au final. La dernière fois c'est des gaufres par exemple, je vous ai parlé de donuts, je vous ai parlé de pizza, c'est moche, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc vous vous dites, il va nous sortir encore un truc genre la bière hongroise qu'il a trouvée au Japon, etc. Bah non, cette semaine je vous invite à découvrir Kyoto Beer Lab. Bah Kyoto Beer Lab, il y a Kyoto dedans, voilà, je veux dire, c'est fait à Kyoto quoi les gars. Bon, et en fait, j'ai un petit peu menti, car en fait, le Kyoto Beer Lab, c'est des gaijins, donc des étrangers qui font de la craft beer sur Kyoto. Donc c'est pas 100% japonais, voilà, je suis désolé. Mais bon, ça reste quand même des locaux, c'est des gaijins, des étrangers qui habitent à Kyoto, et qui ont leur petit bar fort sympathique dans le centre de Kyoto, qui est pas très très loin de la gare. Les bières sont bonnes, elles sont brassées sur place, on peut même le voir derrière, leur lieu de travail. Le lieu est pas super grand, mais il est très friendly. Par contre, c'est de la craft beer japonaise, donc la bière fait maison, quoi. Donc ça sera coûteux. Et le petit point négatif, déjà que la bière en général c'est coûteux, mais la craft beer c'est encore plus coûteux. C'est pas les prix français, quoi. Et le point négatif que je peux avoir sur ce lieu, c'est que c'est très gaijin friendly. Vu que c'est fait par des étrangers, on croise souvent d'autres étrangers. Qui sont, voilà, il y a des locaux quand même qui arrivent, il y a des gens, des japonais, mais souvent ça va être des touristes ou des locaux étrangers qui sont là, qui vont parler anglais, etc. Donc on va dire que si vous cherchez du total dépaysement, clairement ça sera pas le meilleur lieu pour ça et je vous le conseille pas. Mais par contre l'avantage, c'est que vous pourrez tomber sur des japonais qui parlotent un peu anglais. La petite anecdote par exemple, j'étais allé avec un ami qui venait me voir au Japon et une japonaise qui était au comptoir. On sentait qu'elle avait envie de parler, quoi. Elle était là et qu'elle tendait un petit peu la tête pour dire regardez, je suis là, j'aimerais bien participer à votre conversation, mais on parlait en français. Voilà, j'étais avec un ami français, on parlait en français au comptoir. Et puis le barista est venu nous parler, enfin le barman.
Café oblige, un barista. Peut-être qu'on dit barista pour les bières aussi, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus barman. Est venu nous parler en anglais, du coup, parce qu'il a vu qu'on parlait, il nous a demandé vous venez d'où, etc. Il a commencé à parler en anglais, donc on a répondu en anglais. Surtout que mon ami venant d'Écosse, bon, j'ai envie de dire, il peut quand même faire l'effort de parler anglais. Hein. Donc on a parlé en anglais, et là, elle s'est jetée sur nous, cette petite japonaise, hein, vraiment. On avait senti qu'elle n'attendait que ça. De pouvoir parler avec des gaijins, avec des étrangers. Donc voilà, elle nous a alpagué au bout d'un... Voilà, elle a parlé. Elle était toute seule au comptoir, donc on a pu discuter dans une bonne ambiance avec elle, puis aussi avec le barman. Donc voilà, et on a parlé en anglais, c'était chouette, parce que du coup, parfois à Kyoto, peut-être qu'à Tokyo c'est plus simple, mais si vous parlez pas le japonais, c'est un peu plus compliqué pour avoir des vraies discussions avec des gens. Mais là, du coup, vu que ça parlait un peu anglais, c'était plutôt cool. Et le barman était japonais, hein. Il parlait anglais, mais il était japonais. Donc c'est pas mon bar préféré, hein, bien sûr, mais si vous êtes dans le coin, ça reste une bonne adresse pour une bonne bière, et si vous pouvez passer un bon moment, si vous savez pas trop où aller, ça fait un peu genre, ouais, bon, bah, si vous avez que ça, non, ça reste quand même un endroit qui est plutôt chouette, mais en voyage, peut-être pas, ou sauf si vous avez un petit peu peur du côté, ah bah non, je vais pas réussir à commander, etc., bah là, vous savez qu'il parle anglais, vous serez peinard. Puis en plus, il est dans un coin très sympa, j'oublie toujours cette rue, mais c'est une petite rivière qui est parallèle à la Kamogawa, qui a une toute petite, un petit courant, un petit filet d'eau. Et moi, c'est une de mes balades préférées dans le centre de Kyoto. Vraiment, j'adore ce coin. Il y a l'ancien musée, enfin pas musée, mais les anciens locaux de Nintendo qui sont à côté. J'adore ce quartier. Et du coup, en plus, ça fait une petite balade chouette. Boire une bière ou le soir, quand on rentre le soir là-bas. J'adore le coin. Donc, je vous encourage à y aller. Si vous voulez pas vous arrêter prendre une bière, mais au moins pour vous balader. Bon, comme d'hab, hein, les liens, tout ça, sur Explore Japon. Mais maintenant, il est temps de parler de mon petit coup de cœur bonheur de la semaine. Et cette semaine, on va laisser la télé ou votre laptop allumé pour se faire l'intégrale d'une série qui est donc finie, parce que sinon on ne pourrait pas se faire l'intégrale si elle n'était pas finie, que j'adore et que j'ai décidé de revoir avec un ami après plusieurs années de visionnage. Il s'agit de Community, une série totalement déjantée et vraiment super drôle que j'adore. Elle rentre dans mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps, pour sûr. Le pitch est assez basique. On suit les aventures d'un mec, un trentenaire, qui est avocat, successful, tout lui réussit, mais qui doit retourner passer ses diplômes dans une université communautaire, donc une université un peu pourrie, publique, car il a fraudé ses diplômes d'avocat à l'époque. Bah oui, c'est moche. Donc là, il va devoir retourner, il n'est pas très content d'y aller, et il va, un peu par hasard et un peu par obligation, se constituer une petite bande très connotée d'études pour étudier avec lui. On va, dans cette bande, aller de la féministe végane hyper révolutionnaire et hyper touchy sur tous les sujets, à une petite jeune prude et intello, à qui on donnerait n'importe quoi parce qu'on se dit, il ne se passera jamais rien avec elle, à la mère de famille, à la mère de famille qui revient passer des études et qui a des enfants, à un sportif qui a dû intégrer cette université de seconde zone à cause d'une blessure, à un geek totalement autiste, en tout cas un peu autiste, on peut dire totalement autiste, fan de séries TV et de cinéma, en passant par un retraité totalement réact et aux réactions racistes. Donc voilà, dépeint comme ça, ça fait pas vraiment rêver, mais je vous assure, si vous avez du second degré, tous les personnages sont vraiment attachants, vraiment très attachants, même le raciste était très attachant. Ils sont drôles malgré leurs défauts, et souvent leurs défauts sont mis en avant pour c'est exagéré pour dire bon, vous voyez, même des gens pourquoi avoir des défauts. On peut pas dire que vegan c'est un défaut, par exemple, ou féministe n'est pas un défaut, mais quand c'est poussé trop à l'extrême, ça devient un défaut. Et tout est bien, c'est assez bien tourné, et j'aime bien justement parce que ça critique, mais en étant bienveillant. Et du coup, j'aime bien ce côté-là de la série. Alors, on suit donc les aventures totalement loufoques et vraiment geek. Alors, quand je dis vraiment geek, je tiens à préciser ça parce que pour moi, il y a toujours un truc, quand j'entends que Big Bang Theory est une série pour geeks. Alors je sais, je vais pas me faire d'amis. Moi, j'aime pas du tout Big Bang Theory. Je trouve que c'est une série qui se moque de la culture geek et pas une série qui se base sur la culture geek. Mais bon, après voilà, hein, c'est les goûts et les couleurs. Vous avez totalement droit de pas être d'accord avec moi, etc. Forcément, je ne détiens pas la vérité. C'est juste mon avis personnel. Mais là, pour moi, Community, c'est la série de geek, vraiment. Donc on suit ce groupe d'études avec des personnages en couleur, des épisodes qui sont dantesques. Il y a un épisode où toute l'université devient une cabane avec des draps. Enfin, vous voyez, comme vous pouvez faire quand vous étiez petit, une cabane avec des draps, c'est n'importe quoi. Il y a un épisode où ils se deviennent tous des zombies. C'est vraiment du bullshit. Il y a un épisode totalement en animé, il y a un épisode Donjons et Dragons. Enfin bref, c'est du what the fuck. Et il y a aussi des épisodes plus normaux, hein, vous inquiétez pas.
Mais voilà, pour moi, c'est vraiment dantesque, c'est rempli de vannes, de choses totalement absurdes, mais aussi, comme je disais, de très bons sentiments. Et il y a aussi des critiques qui sont cachées, mais qui sont bien faites, en fait, je trouve. Et c'est sûrement l'une des séries qui me fait le plus marrer, mais vraiment où je me marre, mais tout le temps, à chaque épisode, même si les dernières saisons perdent vraiment de leur splendeur avec le départ de pas mal des membres d'origine, en fait, du groupe d'études originelles. Mais les premières saisons sont à regarder absolument, surtout qu'à chaque saison, il y a des épisodes qui reviennent, en fait, des thématiques qui reviennent, et vous les attendez presque avec impatience. Voilà, si vous aimez l'absurde et les vannes, cette série, vous allez adorer. Mais voilà, et c'est disponible sur Netflix, voilà, pour ceux qui ont Netflix, et sûrement sur d'autres plateformes, en tout cas sur Netflix, c'est dispo. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, j'espère que vous avez abusé de la galette des rois, et je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas le petit vote, le petit partage, faire connaître le podcast, ça fait pas de mal, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, Mataraishu, à la semaine prochaine, ciao, bye bye.